Nous ne t'incluons pas pour Noël cette année, m'a dit ma mère, tranquillement, dans mon propre salon. J'ai répliqué aussitôt, d'une voix glaciale, dans ce cas, je me retire de l'hypothèque. Ils ont ri. Jusqu'à ce que l'avis d'expulsion frappe à leur porte. Je m'appelle Georges, j'ai 34 ans. Oui, je suis bien celui qui a retiré son nom de l'hypothèque après que ma propre mère m'a regardé droit dans les yeux pour m'annoncer que je n'étais pas le bienvenu à Noël. Mais revenons un peu en arrière, car tout cela ne s'est pas produit soudainement. C'était une lente accumulation, comme une goutte d'eau tombant d'un tuyau au plafond, jusqu'à ce qu'un soir d'hiver glacial, elle finisse par éclater, trempant tout ce que je croyais solide. J'ai toujours été le fils serviable. Pas celui qu'ils aiment le plus, loin de là, mais celui sur qui ils peuvent compter. Celui qu'on appelle quand la voiture tombe en panne. Celui qui vient quand il faut remplir des formulaires fiscaux. Mon petit frère, Franck, lui, c'était l'enfant chéri, celui à qui tout était pardonné. Si je rentrais tard après les cours, j'étais grondé. Si lui rentrait à 3 heures du matin en sentant l'alcool, ce n'était rien de grave, juste un garçon qui fait des bêtises. Très tôt, j'ai compris que ma place dans cette famille ressemblait plus à celle d'un outil qu'à celle d'une personne que l'on chérit. Après l'université, j'ai trouvé un travail stable en informatique et j'ai commencé à épargner. Sérieusement, je ne sortais pas en soirée, je ne voyageais pas, et je n'ai même pas remplacé ma vieille voiture. Mon objectif était clair, acheter une maison avant mes 30 ans. Et j'y suis presque arrivé. C'est là que l'histoire commence vraiment. À 28 ans, ma mère m'a appelé un jour pendant ma pause déjeuner pour me faire une suggestion. Je connaissais déjà ce mot. À chaque fois qu'elle disait une suggestion, cela voulait dire qu'elle voulait quelque chose, mais essayait de me faire croire que cela m'aiderait aussi. Cette fois, c'était que, selon elle, Henri et mon beau-père Franck et elle avaient trouvé une maison parfaite, mais qu'ils ne pouvaient pas l'acheter seuls. Elle est assez grande pour tout le monde, m'a-t-elle dit, comme si nous étions une famille unie. Nous pourrons nous renforcer ici, et tu auras enfin un bureau pour travailler à la maison. Elle a aussi précisé que je n'aurais plus à payer de loyer. La maison était vraiment magnifique. Je ne vais pas mentir. 2 étages, un grand jardin, même une petite véranda ensoleillée où je me voyais déjà installer des livres et des plantes. Bien sûr, c'était à moi de financer la plus grande partie. Ils appelaient cela un bon investissement pour moi. Ils m'ont promis de s'occuper des factures et de la nourriture, et que je n'aurais qu'à payer l'hypothèque. Franck allait bientôt trouver un travail, m'a assuré ma mère, et il commencerait à contribuer. Henri avait quelques soucis d'emploi, mais tout allait s'arranger. Tout cela me semblait incertain, mais j'en avais assez de jeter mon argent dans un loyer. Et une part de moi voulait sincèrement croire que, peut-être, cette fois, ma famille pourrait vraiment fonctionner ensemble. Alors j'ai dit oui. J'ai mis mon nom sur l'hypothèque, utilisé mes économies pour l'apport, et j'ai emménagé avec eux. Et pendant un court instant, tout semblait aller. Nous partagions les repas, Franck se montrait courtois, ma mère avait même l'air fière de moi. Cela m'a sans doute donné de l'espoir. Je ne réalisais pas encore que j'étais en train de croire à un rêve creux. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu environ 6 mois plus tard. Franck n'avait toujours pas de travail. Il prétendait chercher, mais en réalité, il passait ses nuits à jouer à des jeux vidéo, en accusant le système. Henri quittait la maison tôt chaque matin en parlant d'un emploi, mais aucun argent n'arrivait jamais. Les factures s'accumulaient, et il y avait de moins en moins de nourriture à la maison. Quand j'essayais d'en parler, ma mère penchait la tête et me disait des phrases comme « Eh bien, Georges, tu as un bon salaire, tu peux t'en occuper, non ?» J'essayais de rester calme. Je me disais que ce n'était que temporaire, qu'il finirait par trouver un travail, qu'il fallait juste attendre un peu. Mais peu à peu, je me suis senti moins comme le propriétaire de la maison que comme un distributeur automatique avec un lit. Et ce qui rendait les choses encore pires, c'était leur attitude. Comme s'ils étaient chez eux. Franck avait constamment des invités. Henri a changé les serrures sans même m'en parler. Ma mère déplaçait mes affaires dans mon bureau pendant mes déplacements professionnels et l'a transformé en coin lecture. Le jour où je l'ai surprise en train d'ouvrir mon courrier pour voir s'il y avait quelque chose d'important, j'ai failli exploser. Pourtant, je suis resté silencieux. À ce moment-là, j'avais commencé à consulter un thérapeute, et il m'a conseillé de fixer des limites claires. Alors je l'ai fait. J'ai imprimé une feuille détaillant toutes nos dépenses, montrant clairement ce que je payais et ce que ne payais pas. Je leur ai demandé de participer. Rien d'excessif, juste quelques centaines d'euros chacun par mois. Ils ont réagi comme si je leur avais demandé quelque chose d'insensé. « Nous sommes ta famille », a dit ma mère, comme si cela signifiait qu'ils n'avaient aucune obligation. « Je sais », ai-je répondu calmement.
C'est justement pour ça que j'ai laissé faire aussi longtemps. Franck a levé les yeux au ciel et a marmonné que je me préoccupais trop d'argent. Henri n'a même pas pris la peine de venir à la discussion. À partir de là, l'atmosphère a changé. Elle est devenue froide, pesante, pleine de silence tendu. Franck ne m'adressait plus la parole, sauf si sa connexion Internet tombait en panne. Ma mère cuisinait encore, mais soudainement, il n'y avait plus assez de portions pour moi. Ils ont commencé à avoir des conversations discrètes en mon absence, et je rentrais dans une maison qui semblait différente. Les meubles avaient changé de place, les tâches ménagères étaient redistribuées, de nouvelles règles apparaissaient, comme, pas de chaussures dans le salon, mais curieusement, cette règle ne s'appliquait qu'à moi. Et c'est en novembre dernier que le vrai coup de poignard est arrivé. J'étais submergé de travail et j'attendais les fêtes avec impatience. Mon emploi m'épuisait, et tout ce que je voulais, c'était un peu de paix pendant Noël. J'avais même acheté quelques décorations, juste un sapin, des lumières simples et une couronne pour la porte d'entrée. J'ai tout installé un samedi matin, pendant qu'ils étaient sortis. Ce soir-là, ils sont rentrés et ont regardé le salon comme si j'avais commis un crime. « Pourquoi tu ne nous as pas consultés d'abord » a demandé ma mère, les bras croisés, fixant le sapin comme s'il l'avait personnellement offensé. Je pensais qu'on fêtait Noël ensemble, ai-je dit, complètement perdu. On a décidé de ne pas faire Noël cette année, a répondu Franck. C'est de l'argent gaspillé. C'était notre décision, a ajouté ma mère. Personne ne m'en a parlé, ai-je répondu. Eh bien, peut-être que si tu étais là plus souvent, a-t-elle répliqué sèchement, tu saurais ce qui se passe. Un silence lourd et creux m'a envahi. Je suis resté là, immobile, regardant les lumières clignotantes derrière elle. La façon dont elle me parlait me faisait sentir que je n'avais pas ma place, comme si mon enthousiasme avait envahi leur espace et tout gâché. Mais j'ai tout gardé en moi. J'ai enlevé les décorations, décroché la couronne et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de se battre pour ça. Je me suis même convaincu que l'année suivante serait peut-être meilleure. Puis cette semaine est arrivée. Je suis rentré d'un voyage professionnel et j'ai trouvé le salon rempli de lumière, des chaussettes accrochées à la cheminée et des chants de Noël en fond. Ils étaient en train de décorer le sapin, en riant ensemble. Je suis resté un instant à la porte, pensant que c'était peut-être une surprise pour moi. Mais ensuite, j'ai entendu ma mère dire, c'est tellement paisible, sans Georges pour tout gâcher. Je suis resté figé, incapable de trouver mes mots. Je suis entré dans la pièce et les rires se sont éteints. Oh, a dit ma mère, sans aucune émotion, tu es rentré plus tôt que prévu. Je suppose que j'ai raté le message sur le fait qu'on ne fêtait pas Noël, encore une fois, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Elle n'a même pas cligné des yeux, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, nous ne t'incluons pas pour Noël cette année. Juste comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi. Que je crie, que je pleure, que je supplie. Je n'ai rien fait. J'ai simplement hoché la tête, suis allé dans la cuisine, j'ai sorti mon ordinateur portable, et pendant qu'il continuait à accrocher des boules sur le sapin que je n'avais pas le droit de toucher, je me suis connecté à mon compte hypothécaire. J'ai cliqué sur l'option pour me retirer en tant que co-emprunteur. Et quand le système m'a demandé si j'étais sûr, j'ai cliqué sur « Oui » sans même réfléchir. Mais ce n'était pas la fin, loin de là, car une fois qu'ils ont vu ce que j'avais fait et ce que cela impliquait, leur gentillesse de façade s'est évaporée d'un coup. C'est là que les choses ont vraiment explosé. 3 jours plus tard, je déjeunais dans mon bureau quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. D'abord un message de ma mère, « Georges, qu'as-tu fait avec l'hypothèque ?» Puis un autre, en majuscule, « Arrête tes bêtises, ce n'est pas drôle. » Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. Je fixais l'écran, les mots devenaient flous, comme si mon cerveau ralentissait. Je me doutais qu'il finirait par comprendre, mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. Je croyais avoir encore quelques jours de répit. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il s'en soucierait autant. Et pourtant, si. Ma mère a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Puis elle a rappelé. J'ai ignoré encore. Finalement, elle a laissé un message vocal. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être des excuses? Non. Georges, c'est cruel. La maison est censée nous appartenir à tous. Ce n'est pas quelque chose que tu peux utiliser pour nous faire du mal. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça. Rappelle-moi. Cette dernière phrase, je ne t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça, m'a fait éclater de rire. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la tartiner comme du beurre. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison semblait figée, étrangement silencieuse. Bien trop calme. D'habitude, Franck criait sur sa console,
et Henri faisait semblant de bricoler quelque chose. Mais là, rien. Juste le bourdonnement du frigo et une odeur de brûlé venant de la cuisine, probablement une autre des tentatives culinaires ratées d'Henri. Je suis entré comme d'habitude, j'ai posé mes clés sur l'étagère, enlevé mes baskets. Je ne m'attendais pas à être accueilli par une embuscade dans le salon. Pourtant, ils étaient là, tous les trois. Maman, Henri et Franck, alignés sur le canapé comme un jury. Tu dois annuler ce que tu as fait, a dit ma mère, en évitant mon regard. Salut maman, ravi d'être de retour, ai-je répondu en jetant mon sac d'ordinateur près des marches. Arrête ton cinéma, a aboyé Franck. Tu as foutu le bordel avec la propriété, c'est illégal. J'ai haussé un sourcil. Illégal? Tu veux dire changer la propriété de la maison que j'ai payée? Elle ne t'appartient pas qu'à toi, a sifflé ma mère. On a vécu ici, c'est chez nous maintenant. Vous y avez vécu sans payer de loyer, ai-je rétorqué. Ce n'est pas la même chose. Henri a enfin pris la parole, d'une voix basse, tu fais une erreur, gamin. Je ne suis pas ton gamin, ai-je répliqué, sans réfléchir. Le silence s'est abattu sur la pièce comme un coup de poing. Cette phrase a fait l'effet d'une gifle. Henri a détourné le regard et quelque chose a changé dans le visage de ma mère. Pas de la douleur, ni de la tristesse, juste du vide. Comme si elle avait porté ce masque trop longtemps et qu'elle avait oublié que ce n'en était qu'un. Après tout ce qu'on t'a donné, a-t-elle murmuré. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh, tu veux dire le moment où vous m'avez piégé pour payer votre maison tout en me prenant pour cible? Ou peut-être la fois où vous avez fait une fête sans m'inviter, alors que je vis ici? De quel souvenir parlons-nous exactement? Arrête d'en faire trop, a-t-elle murmuré, comme toujours, comme si cette phrase pouvait effacer n'importe quelle vérité dérangeante. Je suis allé tranquillement à la cuisine, j'ai ouvert le frigo, pris une bouteille d'eau fraîche. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une autre énergie, plus tranchante, plus maîtrisée, définitive. Quelque chose avait changé en moi, quelque chose d'irréversible. Tu sais, ai-je dit, en m'appuyant contre le comptoir, j'ai longtemps cru que c'était moi, que si je travaillais plus dur, payais davantage, me taisais, je finirais par avoir ma place ici. Georges. A commencé ma mère, avec cette voix trop douce, trop fausse. Mais maintenant je comprends, les jeux coupés, tu ne veux pas un fils, tu veux quelqu'un pour payer les factures sans jamais poser de questions. Ce n'est pas moi. J'ai pris une gorgée, les ai regardés un par un. Le visage de Franck était écarlate, sa jambe bougeait comme celle d'un enfant nerveux. Henri, lui, était complètement vide, comme quelqu'un qui a abandonné depuis des années. Et ma mère, elle avait l'air sur le point de dire quelque chose de méchant, mais aucun mot ne lui venait. Alors je l'ai fait pour elle. J'ai déjà parlé à un avocat, ai-je dit. Techniquement, vous êtes juste des occupants ici. Mais comme il n'y a aucun contrat de location, vous avez 30 jours pour partir. Pas un mot, juste un silence figé. Tu vas vraiment mettre ta propre mère à la porte, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as cessé d'être une mère le jour où tu as fait de moi ton compte bancaire. Le silence dans la pièce était tel que même le canapé semblait retenir son souffle. Puis Franck s'est levé d'un coup, frappant la table avec son genou. C'est de la folie, tu n'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit, ai-je répondu calmement, et je vais le faire. Je me suis retourné, suis monté à l'étage, prêt à fermer ma porte à clé et les laisser gérer ça. Mais au moment où j'ai atteint le palier, j'ai entendu de nouveau sa voix. Tu crois que tu es le gentil, hein, a-t-elle crié. Mais ça, on ne l'oubliera pas. La famille se souvient. Je me suis arrêté une seconde, juste assez pour qu'elle m'entende, sans me voir. Tant mieux, ai-je dit. J'espère que tu te souviendras de chaque détail. J'ai refermé ma porte et me suis assis à mon bureau, respirant lentement. Le silence n'était pas apaisant, il était tendu, comme le ciel juste avant un orage, car je savais que ce n'était pas la fin, et qu'ils allaient riposter plus fort que jamais. Le lendemain a commencé dans un silence qui n'avait rien de serein. Il était étrange, oppressant, comme celui qui reste après une violente dispute, où même les petits bruits résonnent trop fort. J'entendais quelqu'un bouger en bas, faire teinter les assiettes un peu trop bruyamment, comme s'ils essayaient d'être passifs-agressifs au petit déjeuner. Je ne suis même pas descendu, je n'étais pas prêt pour un autre affrontement, et je savais que non plus. Pas encore. Mais ce silence n'était qu'un avertissement, avant que les choses ne commencent vraiment. Ce soir-là, la véritable contre-attaque a débuté. Tout a commencé avec ma mère qui a glissé une feuille sous la porte de ma chambre. Oui, une vraie lettre, écrite à la main, d'une écriture soignée,
sur son papier à lettres chic qu'elle réservait normalement aux anniversaires. 3 pages complètes. La première ligne disait « Je m'exprime en tant que mère qui tient profondément à son fils, pas comme quelqu'un qui essaie de le contrôler. » Bien sûr. Toute la lettre n'était qu'un immense piège émotionnel. Elle parlait de tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi, de comment elle avait travaillé 2 emplois après le départ de mon père, de comment elle ne s'était jamais plainte. Ce qui était faux. Elle se plaignait tout le temps. Elle est même allée jusqu'à rappeler comment je pleurais quand je m'égratignais le genou, et comment elle était toujours là pour me consoler. Puis vinrent les coups bas émotionnels. Elle écrivait à quel point il lui était douloureux de voir la famille s'effondrer, comment mon comportement était en train de nous détruire, comment j'avais laissé l'argent me rendre froid et distant. La dernière phrase disait « Je veux juste retrouver mon fils, s'il te plaît, ne fais pas ça. » J'ai terminé la lecture avec une boule dans la poitrine, non pas parce que je croyais un seul mot de ce qu'elle avait écrit, mais parce qu'une part de moi aurait aimé y croire. Ça avait toujours été comme ça avec ma mère. Elle ne m'a pas élevé avec de la tendresse, mais avec de la pression, et ce genre d'éducation laisse des marques difficiles à effacer. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, les choses ont empiré. Henri m'a vu sortir de ma chambre et s'est planté dans le couloir comme un vigile de pacotille. « Tu sais, » a-t-il dit en croisant les bras, « cette maison ne t'appartient pas qu'à toi. On a fait beaucoup ici. » J'ai cligné des yeux. « Tu as changé une ampoule le mois dernier. » Il n'a pas aimé, sa mâchoire s'est crispée. « Ce n'est pas comme ça qu'une famille agit. » Non, ai-je dit en le dépassant, mais c'est exactement comme ça qu'un propriétaire agit avec des gens qui ne paient pas. Plus tard dans la journée, j'ai remarqué que le thermostat avait été verrouillé. Ma mère avait soudainement décidé que la salle de bain de l'étage était interdite. Les horaires de lessive avaient été modifiés au hasard, sans me prévenir. Puéril. Immature. Mais ce n'était que le début. Ce soir-là, j'ai trouvé Franck assis dans mon bureau, utilisant mon ordinateur. Il était dans mon fauteuil, en train de cliquer sur mes onglets ouverts, comme si c'était parfaitement normal. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, en retenant ma colère. Il a levé les yeux lentement, comme si je le dérangeais. « Détends-toi » a-t-il dit. « Je regarde juste un truc. Tu te comportes toujours comme si tout t'appartenait. »« Ça m'appartient » ai-je répliqué fermement. « Ouais » a-t-il dit en se levant, la voix plus grave. « Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de croire que tu es au-dessus des autres. Tu n'es pas meilleur que nous, Georges. » Je n'ai rien répondu. Puis il a ajouté, « Un jour, c'est toi qui viendras supplier qu'on t'aide. Et ce jour-là, j'espère qu'on te rappellera ça. » C'était presque risible, moi ayant besoin de leur aide. J'ai eu envie de rire, mais à la place, j'ai simplement fermé la porte et tourné la clé. Cette nuit-là, j'ai commencé à caler une chaise sous la poignée quand je dormais. J'aimerais dire que ce n'était qu'un excès d'angoisse, mais le lendemain matin, j'ai trouvé des marques de griffure sur le cadre de la porte, près de la serrure, comme si quelqu'un avait tenté de la forcer. C'est là que j'ai arrêté de vouloir rester courtois. J'ai commencé à tout documenter, pris des photos, sauvegardé les messages. J'ai installé une caméra dans le couloir, pointée directement sur ma porte. J'ai imprimé les lois de l'État sur les locataires et j'ai surligné chaque règle qui me permettait de les expulser légalement. Et j'ai commencé à me préparer, non seulement à les faire partir, mais à partir moi-même, parce que même s'ils quittaient la maison, elle resterait lourde, remplie de disputes anciennes et de tensions que je ne pourrais jamais oublier. 2 jours plus tard, la ligne rouge a été franchie. Je suis rentré du travail, suis entré dans la cuisine et me suis figé. Ils avaient fouillé dans mon frigo. L'étagère où je gardais ma propre nourriture, mes restes, mes yaourts, les plats thaïlandais que j'aimais, tout avait été jeté, à la poubelle. L'étagère était vide. Un mot était collé sur la porte du frigo. Un seul mot, communauté. Pas de nom, pas d'explication, juste ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas traversé la maison en hurlant. Je suis monté, j'ai ouvert mon ordinateur, rédigé une lettre formelle d'expulsion, imprimé une copie papier, et je l'ai glissée sous la porte du salon, où il regardait une émission débile. Environ 5 minutes plus tard, j'ai entendu Franck hurler, « C'est quoi ce truc ?» Je ne lui ai pas répondu. Pas ce soir-là. Mais je savais déjà qu'ils finiraient par venir. Et quand ils l'ont fait, ils n'étaient pas seuls. C'est là que leur nouveau spectacle a commencé. Cette fois, ils ont impliqué la famille élargie. Le soir où je leur ai donné le document officiel d'expulsion, j'ai compris que la paix était hors de portée. Ils ne partiraient pas sans faire de bruit. Ce n'était pas leur genre. Ce que je n'avais pas prévu, c'était à quel point ils allaient essayer de manipuler l'histoire.
Tout a commencé avec tante Linda. Elle m'a appelé le lendemain matin, sa voix pleine de chaleur feinte, comme si elle avait déjà choisi son camp mais faisait semblant que non. Georges, mon chéri, j'ai entendu dire qu'il y avait des soucis à la maison, ta mère souffre beaucoup, a-t-elle dit. J'ai entendu dire que tu les mettais dehors. J'ai soupiré. Linda, ils vivent dans ma maison sans avoir payé un seul dollar depuis presque 4 ans. Ils n'ont jamais aidé en rien. Je leur demande juste, enfin, d'assumer leur part. Elle a marqué une pause, puis a dit, je ne trouve pas ça très chrétien, surtout pendant les fêtes. Et voilà, la carte de la culpabilité. Le bon vieux tour de la famille, me faire passer pour le méchant tout en réécrivant complètement les faits. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des messages de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. 3 d'entre eux. 2 faisaient semblant de juste prendre des nouvelles. Un m'a envoyé une citation de la Bible, avec une touche sarcastique. Même ma grand-mère, qui n'avait plus toute sa tête depuis 2 Thanksgiving, a réussi à me laisser un message vocal, « Georges, ne fais pas de mal à ta pauvre maman comme ça. » On pourrait croire que j'étais en colère, mais non. Ce que j'ai ressenti, c'était autre chose. Une clarté. Comme si un brouillard s'était levé, et que tout faisait enfin sens. Voilà le jeu. La structure. Une escroquerie émotionnelle, où ma mère était la chef, nourrissant sa propre version de la réalité à tout le monde. Et j'en avais fini de jouer. J'ai arrêté de répondre aux messages. J'allais au travail, je rentrais, je prenais note de tout ce qui se passait, et j'attendais. Les 30 jours s'écoulaient, et chaque semaine, la maison devenait plus froide. Tant dans l'ambiance que dans la température. Ma mère oubliait, soudain d'allumer le chauffage. Franck claquait les portes. Henri traînait d'un air sombre. L'endroit entier était saturé d'une tension silencieuse. Je suis resté en dehors, resté seul. Je dormais la porte verrouillée, je faisais mes propres repas, j'attendais. 3 jours avant la date limite, j'ai écrit un message sur Facebook. Un message calme, direct, juste la vérité. Pas d'insultes, pas de cris. Bonjour à tous, je voudrais clarifier certaines choses qui circulent. Il y a des années, j'ai accepté de vivre avec ma mère, mon beau-père et mon frère. J'ai payé l'intégralité de l'apport pour la maison, et j'ai assumé 95% du coût total depuis ce jour. Malgré mes tentatives répétées pour instaurer une responsabilité partagée, je n'ai rencontré que manipulation et maltraitance silencieuse. Après avoir été exclu d'événements familiaux dans la maison que j'ai payée, et vu mes limites sans cesse bafouées, j'ai pris la décision légale de leur demander de partir. Ce n'était pas par vengeance, mais parce que je valorise ma paix. Je ne leur souhaite aucun mal, mais je ne sacrifierai plus ma santé mentale pour protéger la version familiale de quelqu'un d'autre. Puis je me suis déconnecté. Ce message n'a pas seulement mis fin aux tentatives de culpabilisation, il les a complètement anéanties. Quelques personnes ont essayé de continuer le drame, mais la plupart ont abandonné dès que j'ai montré des preuves solides, messages, courriels, photos de ce qui avait été cassé. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas révélé tous les détails. Je n'en avais pas besoin. La vérité suffisait largement. Et quand le jour est enfin arrivé pour qu'ils quittent la maison. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas réjoui, je n'ai rien dit. Un ami est venu avec son pick-up, et je l'ai utilisé pour transporter leurs affaires, ce qu'il y avait de valable, jusque dans le jardin. J'ai tout emballé moi-même, j'ai étiqueté chaque carton, et je suis resté calme. Franck est sorti et a crié quelque chose sur le fait que j'avais trahi la famille, mais je n'ai pas répondu. Henri est resté silencieux, les yeux baissés. Ma mère me fixait, mais sans colère, sans tristesse. Elle avait l'air stupéfaite, comme si elle croyait vraiment que je reculerais au dernier moment. Mais non. Ils sont partis en pleine journée, sans au revoir, sans accolade, sans un mot. Juste le bruit de leurs pneus roulant sur l'allée, jusqu'à ce qu'ils disparaissent au bout de la route. Quand leur voiture a disparu, j'ai refermé la porte, je l'ai verrouillée, et je suis resté là. Le silence dans la maison n'était comme rien de ce que j'avais connu. Plus de coups contre les murs à l'étage, plus de bruit de jeux vidéo faisant trembler les cloisons, plus de manipulations émotionnelles, plus de culpabilité. Juste moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de vrai, un calme qui faisait du bien. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai nettoyé la maison de fond en comble, j'ai repeint les murs, changé les serrures, transformé mon bureau en véritable espace de travail, et aménagé la pièce en un coin musique, comme je l'avais toujours voulu. J'ai même remis les décorations de Noël, simplement parce que j'en avais envie. J'ai invité des amis, pour la première fois depuis des années. Nous avons joué à des jeux de société,
regarder des films idiots sur un projecteur dans le jardin, ris plus en un mois que je ne l'avais fait en plusieurs années. Et j'ai enfin bien dormi, mieux que depuis une décennie. Il m'arrive encore de recevoir un message d'un membre de la famille, essayant de me convaincre de tout arranger. Mais je l'ignore. Je ne leur en veux pas. Je ne suis pas en colère. Je suis juste arrivé au bout. Parce que la véritable revanche, ce n'est pas la colère, c'est choisir une vie meilleure. C'est tracer une ligne, choisir la paix au lieu de faire semblant. C'est ainsi qu'on gagne. Alors, quand elle m'a dit « On ne fait pas Noël avec toi cette année », j'ai simplement répondu, calmement, « Très bien ». Et maintenant, je célèbre les fêtes à ma façon, avec une vraie joie, une vraie musique, et des gens qui comptent vraiment. Sans un seul regard amer, ni aucun sourire forcé, à l'horizon. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus incroyables qui se passent autour de vous.